Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 31 juillet 2026 et notre cher ami, le colonel Wilkerson, est avec nous. Bon retour parmi nous, colonel. C'est un plaisir d'être avec vous, Nima. Colonel, commençons par la phase actuelle de la guerre entre l'Iran et les États-Unis. Mais avant d'y venir, il se passe quelque chose, une sorte de chaos en Europe, avec le cas de l'Espagne. Ce n'est pas relié au territoire espagnol, mais ça fait partie de l'Espagne. Vous savez, quand on regarde la carte, on voit que c'est près du Maroc. Et en ce moment, il y a un énorme chaos. Des gens envahissent la ville espagnole de Ceuta. Et quand on regarde ces images, par exemple, on voit qu'il y a une coopération totale des forces de sécurité. On voit les forces de sécurité là-bas, elles s'en moquent. Et ces gens sont systématiquement transférés vers cette ville. En fait, ils l'envahissent. Jusqu'à présent, il semble que plus de 50 000 personnes aient envahi l'Espagne. Quelle est votre compréhension de la situation? Et quand on regarde les répercussions de ce qui se passe, tout le monde critique Pedro en Espagne, le président espagnol. Quelle est votre lecture de ce qui se passe? Je pense que c'est la même chose que j'ai vue d'assez près. Pas sur le terrain, mais à travers les yeux de nombreuses personnes que je connais depuis longtemps en Géorgie. Nous avons un gouvernement dont les dirigeants européens et américains ne sont pas satisfaits. Et l'une des façons de traiter avec des gouvernements comme celui-là, surtout s'il y a des gens autour, comme c'est le cas avec le Maroc et l'Espagne, qui vont aider vos efforts. Peut-être consciemment pour certains, mais surtout sans le savoir, involontairement, c'est d'envoyer le Mossad, le MI6, la CIA, et de créer une situation favorable à vos objectifs. L'objectif, au fond, c'est d'exercer une pression maximale sur le gouvernement que vous n'aimez pas, voire de le renverser. C'était l'objectif en Géorgie. Et la première fois, ça a marché. Aujourd'hui, nous avons un parti en Géorgie, avec une très faible majorité, mais nous essayons toujours d'y parvenir. Nous essayons de faire sortir ce parti parce qu'il ressemble au parti que nous avons fait sortir. Donc tout cela est probablement une initiative de, je ne sais pas qui mène la danse, je dirais peut-être la France et l'Angleterre, voire l'Allemagne. Mais ils essayent de mettre la pression sur l'Espagne, une pression maximale pour se débarrasser de ce type, de ce dirigeant qui est hostile à nos intérêts. Et ils utilisent ces intermédiaires pour y parvenir. C'est mon hypothèse. Selon vous, colonel, l'Espagne est-elle le seul pays, je dirais, le seul pays à soutenir la Palestine, le seul pays européen? Le seul pays européen, exactement. Je parle de l'Europe. Je ne devrais même pas le dire comme ça. Il y a si peu de pays qui soutiennent réellement la Palestine. Je veux dire, beaucoup de populations dans différents pays, y compris ici, en Amérique, soutiennent la Palestine. Mais elles subissent une pression extrême. Et en Amérique, elles subissent une pression extrême venant de tout, de l'IC, jusqu'à, vous savez, tout ce que Donald Trump peut leur lancer pour Bibi. Et elles subissent aussi la pression de bébé en Amérique, parce que bébé a également des relais en Amérique. La plupart des Américains ne s'en rendent pas compte. Il existe ce que j'appellerais des forces de police quasi-israéliennes qui opèrent aux États-Unis en pleine connaissance de cause et avec l'autorisation de l'administration et du Congrès. Donc oui, toute personne qui est pour la Palestine, nous sommes contre elle. C'est au fond ce que cela veut dire. Et vous savez, le dirigeant espagnol a fait preuve de beaucoup de courage. Il a été un fervent défenseur de ce que j'appellerais l'ancien ordre fondé sur des règles, celui que nous sommes en train de détruire ou auquel, je pense, nous avons porté le coup de grâce. Je pense que nous l'avons détruit, je pense qu'il a disparu à jamais. Et nous sommes les principaux artisans de sa destruction. Et par ordre fondé sur des règles, j'entends l'état de droit à l'échelle internationale. Nous l'avons détruit.
Nous l'avons détruit. Donald Trump aujourd'hui, dans une interview sur Fox News, a déclaré « La guerre se déroule bien. Tout ce que vous pouvez faire, c'est continuer à gagner. Puis, à un moment donné, quelque chose se produira. Mais nous les frappons durement, nous les sonnons, et nous continuons simplement à gagner. » Et que se passe-t-il aujourd'hui? Nous avons appris que l'Iran a frappé un autre. Vous savez, il semble que les États-Unis tentent toujours de franchir le détroit d'Ormuz. 2 de ces navires ou bâtiments ont été touchés par des missiles ou des drones iraniens. 4 d'entre eux ont fait demi-tour sous cette pression. Et l'un des pétroliers que l'Iran a laissé passer par le détroit d'Ormuz, un navire qatari, un pétrolier, a fait demi-tour parce que les États-Unis ont bloqué l'Iran. Il ne se passe rien. Celui que l'Iran laisse passer, les États-Unis ne le laissent pas passer. Et puis, concernant ce que les États-Unis essaient de faire, il ne se passe rien non plus. Quelle est donc la politique? Quelle est votre lecture de la situation actuelle dans le détroit d'Ormuz? Assistons-nous à de nouvelles escalades? Je pense que ce que nous voyons, c'est une incurie totale de la part de l'Empire. Je ne pense pas que nous sachions ce que nous faisons. Je ne pense pas que nous sachions ce que nous visons à un moment donné. Et je pense que cette dernière série, comme toutes celles qui pourraient suivre, montre de façon flagrante notre incapacité à proposer quoi que ce soit de nouveau sur le plan tactique, sans même parler de stratégie. Je ne pense pas que nous sachions comment sortir de ce bourbier. Et je reviens à ce que j'affirme et à ce que d'autres affirment aussi. Meir Shamer a beaucoup insisté là-dessus. Les points de négociation, les leviers importants dont dispose l'Iran, ce sont le détroit d'Ormuz, comme vos remarques le montrent, et le programme nucléaire. Et je pense que le programme nucléaire est devenu un élément majeur dans les calculs de Trump et dans ceux de Bibi Netanyahou. Et ce qui est intéressant, c'est que Haaretz, le seul journal israélien que je lis, était rempli de commentaires sur la récente visite de Bibi, qui était loin d'être aussi optimiste, au sens de rassurant, que ceux de certains médias américains, même de ceux qui étaient peut-être plus neutres que favorables envers Bibi Netanyahou. Ils étaient très négatifs sur cette visite. Un éditorial allait même jusqu'à affirmer que le fameux charme de Bibi avait complètement échoué, qu'il n'avait pas obtenu ce qu'il voulait le plus, un regain dans les sondages qui lui aurait permis d'aller jusqu'à la victoire. Et deuxièmement, il n'en est pas ressorti avec la véritable assurance que nous allions le laisser à l'écart de la guerre jusqu'au moment opportun où il déclarerait vouloir y entrer. Et c'est pas tout. Il y avait d'autres articles sur ce qui se passe en Cisjordanie, des articles extrêmement négatifs, sur des sujets comme le Grand Fonds pour la liberté, si vous voulez, à Gaza, qui est en train de s'effondrer. Et des informations de Haaretz selon lesquelles le Hamas a dit « Nous n'allons pas faire ce que vous dites que nous allons faire. » Alors, oubliez ça. Et regardez aussi ce qui se passe à Gaza même, où les Israéliens continuent de tuer des gens chaque jour. La zone de Gaza où l'on peut marcher sans s'attendre à être tué se rétrécit de plus en plus. Et ils mènent même des frappes aériennes à Gaza, dans ce couloir toujours plus étroit, alors que les accords que vous êtes censés être en train de faire avancer sont en cours. Est-ce du désespoir? Ou bien est-ce Bibi Netanyahou qui pense pouvoir faire tout ce qu'il veut, quand il le veut, surtout s'il pense que cela renforce ses chances face à qui que ce soit, Naftali Bennett, Eisenhower, n'importe qui, d'être réélu. Parce que c'est ça l'enjeu en ce moment. C'est toute la raison pour laquelle il est venu aux États-Unis. Et je pense qu'il va perdre. Je pense qu'il va perdre.
Je n'exclus pas qu'il commette toutes sortes d'actes criminels, y compris au sein du système judiciaire israélien, qu'il a presque corrompu au point qu'il n'existe plus vraiment. Mais il fera tout ce qu'il peut, légalement comme illégalement, pour s'assurer d'être réélu. En même temps, je pense qu'il sait que s'ils lui permettent de retourner dans la guerre à un moment opportun, c'est-à-dire avec une frappe combinée contre l'Iran, ou une frappe israélienne qui entraînerait les forces américaines, ou l'inverse, alors il pourra résister à ce que l'Iran ripostera, parce qu'il se sera placé de telle manière qu'il y sera prêt. Et par là, je veux dire qu'il se sera positionné au Liban de façon à pouvoir plus ou moins contrer le Hezbollah au moment où les frappes auront lieu. Et il pense pouvoir encaisser tout ce qui viendra d'Iran. Les États-Unis seront le principal soutien dans ce processus et frapperont en même temps. Je pense que c'est le plan ultime, l'attaque finale combinée, si vous voulez, qui mettra l'Iran à genoux. Je ne crois pas qu'ils prennent le moins du monde en compte la réalité, la densité actuelle des appareils en Israël, la nécessité de cette densité, le mouvement probable du Hezbollah si Netanyahou indique clairement qu'il va remonter plus au nord et qu'il va concentrer toute son action sur le Liban, malgré le soi-disant accord. Je pense qu'ils vont subir une véritable raclée. Et je pense qu'au bout du compte, ça pourrait être une raclée existentielle. Ce qui m'amène à ma véritable inquiétude concernant Bibi Netanyahou. Il est désespéré politiquement, désespéré personnellement. Il y a Dimona et la possibilité qu'il recourt à l'arme nucléaire. C'est aussi désormais ce qui me préoccupe profondément. Je pense que Ted Postol a raison. Je pense que l'Iran possède déjà une arme nucléaire et qu'il révélera qu'il en possède une au moment stratégique qu'il jugera opportun. Et que ce soit en montrant à tous qu'il en a une avant de l'utiliser, ou en l'utilisant peut-être en réponse à l'utilisation d'une arme par Bibi Netanyahou depuis Israël, c'est la recette d'un désastre, non seulement régional, mais je pense mondial. Parce qu'à ce moment-là, le génie nucléaire sera sorti de la bouteille. C'est avec ça que nous jouons. Et nous jouons aussi avec ça en Ukraine. Laissez-moi revenir un instant sur l'Ukraine. Les Russes ont été très circonspects quant à la direction depuis laquelle ils attaquent l'Ukraine, afin d'infliger le plus de souffrance, le plus de drames, le plus de désastres à Kiev. Et en même temps ne pas prendre plus de vies civiles, ni d'autres vies, y compris militaires, que nécessaire. On pourrait appeler cela l'approche indirecte de l'Idelhart, si vous voulez. Ils réalisent maintenant, ou ils l'ont toujours su, sans vouloir l'exploiter autant qu'ils le font aujourd'hui, qu'Odessa est essentiel, absolument essentiel à tout avenir, même pour ce qui resterait d'un État ukrainien réduit à presque rien. Ils bloquent désormais les ports autour d'Odessa, ainsi que le port d'Odessa lui-même. Cela signifie qu'il n'y a absolument plus aucune ligne de ravitaillement pour l'Ukraine, car d'après des sources assez fiables, les autres pays autour de l'Ukraine en ont assez de cette guerre. La Pologne, plus que tous les autres. La Pologne est en train d'évoluer à l'instant même où je vous parle, dans sa structure politique, dans son attitude envers Moscou et par conséquent envers l'Ukraine. Et aucun corridor ne va se développer, où que ce soit, pour l'Ukraine, en dehors de celui par voie maritime au départ d'Odessa. Cela signifie que l'Ukraine n'est pas seulement un cas désespéré à cause de ce que la Russie fait à son armée, qui déserte maintenant à un rythme extrêmement rapide. Dès qu'ils s'approchent d'une unité russe, ils lèvent les mains et disent « Faites-moi prisonnier, s'il vous plaît ». Elle est en train de fondre complètement. Et Zelensky n'a rien fait pour arranger cela. Il a limogé le général, il a limogé le ministre de la Défense. Je veux dire se débarrasser de ces gens à ce moment très critique pour la défense de l'Ukraine. Je pense que tout cela va s'effondrer. Ça va se désagréger beaucoup plus vite que certains ne le pensaient. Ça ne veut pas dire qu'il y aura la paix,
ni la fin de la guerre partisane et de choses comme ça, mais ça veut dire que l'Ukraine est finie. C'est terminé. Et en tant qu'élément destiné à renforcer l'OTAN, c'était l'objectif pour lequel nous avons entraîné l'Ukraine dans cette guerre par procuration, afin de donner plus de force à l'OTAN face à Moscou, elle a disparu, complètement. À la place, la Russie s'est renforcée, et elle s'est renforcée d'une manière qui, d'après les récentes déclarations de Sergueï Lavrov et de Poutine, laisse penser qu'il pourrait être disposé à aller un peu plus loin qu'il ne l'envisageait au départ, disons en février 2022. Ils sont prêts à aller un peu plus loin dans l'exploitation. Ce que cela signifie, je ne le sais pas. Mais je pense que ça veut dire que nous sommes coincés sur les deux théâtres de guerre, celui au cœur de l'Europe et celui en Asie du Sud-Ouest. Nous sommes coincés avec trois choses. Une stratégie terrible et vaincue sur les deux fronts, deux puissances nucléaires sur les deux fronts, et je ne parle pas seulement d'Israël, et troisièmement, aucune idée de la manière de gérer cette situation. Et puis, je veux revenir à l'objectif initial de tout cela, en réalité. L'état profond, je vais l'appeler comme ça, l'état profond. Je parle de Robert Mercer, je parle d'Elon Musk, je parle de Peter Thiel, je parle de Charles Koch, je parle des oligarques derrière l'administration Trump qui dirigent Donald Trump comme s'il était une marionnette. Et c'est une excellente marionnette. De temps en temps, il fait quelque chose de stupide à cet égard. Mais la plupart du temps, c'est une marionnette. Ils réalisent maintenant que leur tentative de s'en prendre à la Chine à travers ces différentes guerres par procuration pour arrêter l'ascension inexorable de la Chine, son gain de puissance inexorable, au point qu'elle est très bientôt, si ce n'est pas déjà le cas, l'entité économique la plus puissante du monde. Et c'est ça qui compte dans ce monde. Cette tentative a échoué. Elle a catégoriquement échoué sur les deux fronts actifs, celui d'Europe centrale et celui d'Asie du Sud-Ouest. Elle a échoué pour des raisons différentes dans les deux endroits, mais elle a échoué. Qu'est-ce qu'ils font, bon sang, maintenant? Parce qu'ils vont devenir de plus en plus désespérés. À bien des égards, ils se sont alliés à Bibi Netanyahou et à son projet de Grand Israël. Qu'est-ce que cela implique? Plus précisément, qu'est-ce que cela implique lorsque, par exemple, Erdogan se bouge enfin le cul et choisit un camp? Et pour moi, il ne fait aucun doute de quel camp il s'agira. Ce sera le camp opposé à Israël et opposé à l'Empire. Et ce sera traumatisant et décisif dans cette région du monde en particulier. Mais qu'est-ce que tout cela signifie? Je pense que cela signifie que nous sommes en train de regarder très directement, nous qui comprenons ce qui se passe, un conflit mondial. Nous assistons au premier jour d'un conflit mondial. Nous voyons des dirigeants stupides, obtus, idiots, comme ceux que nous avons vus en 1914 ou à n'importe quelle autre occasion. Nous voyons ces gens nous avoir entraînés dans ce conflit avec comme objectif ultime, comme arrière-pensée, de vaincre la Chine, ou au moins de la stopper net dans son incroyable initiative visant à faire basculer le commerce, en gros, du régime maritime vers le régime continental ou terrestre, ou du moins suffisamment pour profiter largement à la Chine, à ses partenaires et à ses alliés, au détriment de ceux qui, dans le monde, s'y opposent et qui ont les marines pour s'y opposer. Et ce sont l'Europe et les États-Unis, surtout les États-Unis. Je ne sais pas où. D'ailleurs, j'essaie encore de comprendre quelle sera la position de l'Amérique du Sud dans tout ça, et dans une certaine mesure, celle du Canada aussi, parce qu'ils ne sont pas pleinement avec nous dans cet effort pour faire ce que nous faisons. Peut-être l'Argentine, mais je ne vois aucun autre État sud-américain qui soit pleinement avec nous. Je n'en vois même pas un seul dont les dirigeants comprennent ce dont je parle. Nous voilà donc au bord d'un conflit mondial qui présente tous les signes pouvant indiquer qu'il pourrait devenir nucléaire à tout moment
et sur de nombreux fronts. Nous sommes en train de perdre, eux sont en train de gagner, et eux c'est principalement la Chine. La Chine a probablement 60% du monde dans son camp, au moins au sens figuré, sinon dans les faits. Mais je pense que cela devient de plus en plus une réalité concrète. Et le monde reste là à regarder, sans même comprendre quelles sont les dimensions de ce conflit à venir, ni à quel point il va affecter leur vie, ni combien il leur sera préjudiciable. Cela va rendre insignifiante la question du Maroc dont vous veniez de parler, ainsi que beaucoup de ces autres questions. Parce que ce qui nous attend va être une lutte titanesque, et je ne crois pas qu'on ait la moindre chance de l'emporter. Alors, que faites-vous quand vous êtes vaincu, que vous devez rentrer chez vous la queue entre les jambes, et que vous êtes l'une des principales puissances nucléaires du monde? C'est cela qui m'inquiète. C'est cela qui me préoccupe. Et cela devrait préoccuper tous les citoyens du monde, mais en particulier ceux de l'Empire américain et de tous les États qui y restent encore rattachés, comme le Japon, la Corée, et ainsi de suite. Je sais que c'est une projection très sombre, mais je pense qu'à bien des égards, nous ne voyons pas la forêt à force de regarder les arbres. Et la forêt est en flammes. Je pense que le conflit s'étend en Asie occidentale. Regardez l'Arabie saoudite, qui attaque le Yémen, qui attaque l'Irak. Et vous avez Zelensky et Netanyahou qui vont à Washington, vous savez, pour parler avec Donald Trump. Tous les deux, leur survie est en jeu en ce moment. Ils veulent rester à leur poste, et la poursuite de la guerre va leur profiter, à tous les deux. Dans le cas de Zelensky, il semble, je ne sais pas si vous avez vu sa dernière interview sur Fox News, qu'il dise en gros qu'il est prêt à fusionner les deux guerres, à entrer dans la guerre contre l'Iran. Je dirais que Benjamin Netanyahou serait plus qu'heureux si Zelensky faisait cela, et si les États-Unis acceptaient d'une manière ou d'une autre le plan des Ukrainiens. Parce que cela voudrait dire qu'Israël resterait à l'écart, et que la guerre opposerait, en quelque sorte, les États-Unis et l'Ukraine à l'Iran et à la Russie. Il semble que dans leur esprit, ce soit ainsi que cela va se passer. Parce qu'ils sont tellement à l'aise avec ce qui se passe. Oui, vous illustrez exactement mon propos, de manière frappante. Ça va être les puissances maritimes contre les puissances continentales, et les puissances continentales vont écraser les puissances maritimes. Enfin, c'est trop simpliste, mais c'est essentiellement ce à quoi nous assistons. Les puissances continentales ne se limitent plus à la Russie seule ou à la Chine seule. Mon Dieu, ce serait déjà énorme. La Russie est le plus grand pays du monde, et la Chine n'en est pas loin. Je parle donc pas de population, je parle de géographie, d'étendue territoriale, vous voyez. Et maintenant, il y a aussi l'Iran, qui n'est pas négligeable non plus, grand comme l'Europe occidentale, diversifié, avec énormément de ressources. S'il était bien géré, il pourrait être un pays très très puissant. Maintenant, ils sont tous ensemble. Tous ensemble. Et la Turquie va s'y rallier, Nima. Je te le dis, elle va s'y rallier. Et elle sera avec ce groupe-là, pas avec le groupe maritime. Bon, mes amis du Naval War College de Newport me détestent probablement parce que je dis ça, mais vous savez, le monde d'Athènes est en train de disparaître. Le monde de Sparte est en plein essor. C'est pas une très bonne analogie, ni une très bonne métaphore, parce que ce sont des sociétés très différentes, et tout ça. Mais elle est pertinente si l'on veut opposer la puissance maritime à la puissance terrestre. Et vous savez, les gens l'oublient. Vous savez qui était l'une des plus grandes puissances maritimes du monde, à l'époque dont nous parlons en Méditerranée? La Perse. Les Perses ont essayé. Les tempêtes, les vents, une mer très agitée, la Méditerranée, et l'opposition grecque les ont arrêtés. Mais malgré tout, ils avaient aussi une puissance navale considérable. Elle a simplement été contrariée par les circonstances particulières dans lesquelles elle a été employée.
Ça aurait pu tourner autrement. Mais c'est une bataille colossale entre ceux qui sont menés par les États-Unis, qui sont habitués à cet environnement maritime depuis si longtemps, et la Chine avec ses alliés, qui ont décidé de le changer. Et étrangement, la Russie est présente dans les deux environnements. Regardez ce qu'elle fait pour bloquer Odessa. Elle utilise ses forces navales. Et les gens qui me disent que la Russie n'a pas d'expérience navale, pas d'expérience en mer ou en haute mer, ils disent aussi ça de la Chine. Ils racontent n'importe quoi. Je veux dire, ils ont beaucoup d'expérience. La Chine possède la plus grande flotte de pêche hauturière au monde, plus de 6000 navires. D'immenses navires qui restent parfois 2 ans en mer, qui conservent tout sous réfrigération, puis reviennent décharger leurs prises. En réalité, ils perturbent considérablement les espèces de poissons, le krill, les crevettes et d'autres ressources partout dans le monde. Cela dit, ils ont une grande expérience du grand large. Ce n'est donc pas comme s'ils étaient dépourvus de dimensions maritimes, la Russie comme la Chine. Et d'ailleurs l'Iran aussi. Donald Trump ne cesse de répéter « J'ai coulé leur marine, j'ai coulé leur marine, j'ai coulé leur marine ». Moi je vois en ce moment beaucoup de navires iraniens qui flottent encore autour de l'Iran. Néanmoins, c'est une bataille historique entre la puissance maritime et la puissance terrestre. Et là, la puissance terrestre est en train de gagner. Colonel, les nouvelles données montrent que l'économie de l'Arabie saoudite s'est contractée de 4,8%. Vous savez, c'est énorme. Cela ne s'est pas produit pendant le Covid-19, ni durant ces jours difficiles. Mais en ce moment, c'est ce qui se passe. Et vous voyez les attaques, la manière dont ils étendent leur conflit jusqu'en France en ce moment. Et ils parlent d'une invasion terrestre du Yémen. Ils veulent faire quelque chose, vous savez, pour les vaincre. Ils ont déjà essayé. Ils se sont fait rembarrer. Je veux dire, l'Arabie saoudite est vraiment dans une situation délicate en ce moment. Je viens de faire une interview pour la BBC. Et chose intéressante, ils m'ont beaucoup appris au cours de cet entretien. Ils m'interviewaient parce que j'étais, en quelque sorte, au sein du gouvernement à l'époque qu'ils étudiaient. Et cette période, c'était le 11 septembre. Ils se penchaient sur la complicité de l'Arabie saoudite dans le 11 septembre. L'une des déclarations que j'ai faites pendant cet entretien, c'est que oui, les membres de la famille royale saoudienne étaient impliqués dans le 11 septembre. J'ai aussi dit que l'Arabie saoudite est le plus grand État soutenant le terrorisme sur la surface de la Terre, pas l'Iran, l'Arabie saoudite. Eh bien, j'ai beaucoup appris grâce à cette interview, parce que la jeune femme qui dirigeait le documentaire qu'il réalisait avait fait ses recherches. Et elle m'a révélé certaines choses sur ce que l'Arabie saoudite avait fait pendant et avant le 11 septembre. Mon attitude envers l'Arabie saoudite restait donc marquée par un certain dégoût, pour ne pas dire que je la considérais comme l'un des pays les plus méprisables au monde. Est-ce qu'elle reçoit enfin le retour de bâton qu'elle mérite? Parce qu'il est très clair pour moi qu'elle continue d'agir selon la même logique que pour les Moudjahidines et les talibans, et pour Al-Qaïda, en les bénissant et en les finançant. Et de même avec d'autres groupes terroristes dans le monde. Il était donc grand temps que l'Arabie saoudite reçoive ce retour de bâton. Et je pense le voir se produire en ce moment même, d'abord par les Houthis, mais aussi par la nature et la conception de cette campagne américaine contre l'Iran. Cela contribue à la destruction non seulement des États du CCG sur le Golfe, mais aussi de celui qui en est le plus éloigné, coincé, si l'on peut dire, entre la mer Rouge et le Golfe Persique. Je ne pense pas que l'idée de Bibi Netanyahou, selon laquelle tout cela va survivre, que les accords d'Abraham et tout le reste vont être merveilleux, et qu'Israël sera l'outil au centre qui orchestrera tout ça. Je pense que c'est une farce aujourd'hui.
Je pense que tout cela est submergé par ce que Trump a fait, ostensiblement pour Israël. Mais il précipite, il accélère, il hâte la destruction de l'État juif au Levant. Ce n'est pas ça le principal événement en cours. Le principal, c'est la lutte entre l'Est et l'Ouest, si vous voulez. Mais tout cela fait partie du même ensemble, aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, le danger ici, et juste pour revenir un instant à l'Arabie Saoudite, je pense que c'est terminé. Je pense que tout comme Israël est terminé, l'Arabie Saoudite est terminée. Du moins, elle est terminée en tant qu'État tel qu'il a existé ces dernières... Enfin, depuis de ce dehors FDR et le roi. Et Israël disparaît en tant qu'État juif. Donc cette situation est en train de changer beaucoup de choses. Nous avons à Washington un dirigeant incroyablement incompétent. Mais il est poussé vers une forme de défaite par ces forces inexorables qui s'affrontent actuellement sur la scène mondiale. Et elles s'affrontent sur un front, Nima, qui s'étend sur toute cette distance. Comme je l'ai dit souvent, cela fait presque 8000 kilomètres, depuis le cercle polaire arctique jusqu'à l'endroit où se trouvent nos navires. On me dit que nos porte-avions, nos navires capitaux, sont encore à 1000 milles nautiques dans l'océan Indien. Et c'est un autre signe que nous ne sommes plus dans un monde maritime, parce que ces porte-avions ont peur de s'approcher davantage, car ils seraient coulés. Ils seront détruits. Et c'est une remarque importante, parce que c'est l'instrument le plus emblématique dans le monde de la capacité de l'Empire américain à projeter sa puissance militaire jusque dans votre jardin, demain matin. Cet instrument rendu célèbre dans le monde entier par ces petites guerres que nous avons menées depuis leur plateforme, a disparu. Ce n'est plus un symbole de la puissance américaine qui vaille 3 fois rien. Il ne reste plus qu'à en couler quelques-uns pour le démontrer de manière spectaculaire et décisive. Mais cela montre à quel point l'Empire américain s'est engagé dans une défaite qui n'est pas simplement du même ordre que l'Afghanistan, l'Irak, la Somalie, la Libye et toute une série d'autres petites guerres. C'est fondamental. C'est une défaite de l'Empire, une défaite massive de l'Empire, et ces symboles vont accompagner cette défaite. On le voit en ce moment même, et on va le voir encore davantage. Et je crains vraiment, comme je l'ai déjà dit, qu'on voit aussi quelques champignons nucléaires au passage. Cette crainte est d'autant plus forte que lorsque l'Empire comprendra, et Trump, lui, ne comprendra jamais, mais certaines personnes autour de lui le comprendront, que nous sommes en train de sombrer, au sens propre comme au figuré, alors nous aurons recours à l'arme nucléaire. Vous savez, il y a déjà des gens qui en parlent dans le groupe qui gravite entre Trump et ses oligarques. Ils se demandent déjà, pourquoi ne les utilisons-nous pas contre l'Iran? Pensez-vous, Larry, qu'il soit possible qu'Israël s'implique avant la tenue des élections en Israël? Tout dépendra de la manière dont Netanyahou évaluera ses chances. Je pense que son effort de la dernière chance, s'il croit qu'il va être battu, sera de chercher cette victoire décisive sur son principal ennemi, et il fera tout pour y parvenir, y compris entraîner les États-Unis dans une attaque conjointe. Mais cela ne se produira pas avant que... Vous verrez le signe avant-coureur, je pense, Nima. Ce seront ces actes qui violeront tous les accords, mais qui viseront très clairement à empêcher le Hezbollah d'entrer dans le conflit une fois qu'il aura commencé au Liban. Surveillez ces actions au Liban, et j'ai le sentiment que tout le monde surveille cela aussi. Quelle est votre analyse de la position de Donald Trump, de sa stratégie, en quelque sorte, face à cette opération? You detect a strategy?
Vous détectez une stratégie? Non, je ne vois pas ça. Je vois des va-et-vient, des va-et-vient, des va-et-vient. C'est tout ce qu'il sait faire. Et ce qui est honteux, c'est que les militaires, du moins d'après ce que je peux voir, je comprends que le général Kane a formulé de vraies objections, des objections solides, parce que les autres commandants en chef des différentes zones de responsabilité, en Europe, en Afrique, dans le Pacifique, viennent leur dire « Qu'est-ce que vous voulez dire? Laissez tirer sur tous ces stocks. Qu'est-ce que vous voulez dire? Réduire autant la liste des patriotes, la liste des THAAD. Qu'est-ce que vous voulez dire utiliser toutes ces munitions dont nous pourrions avoir besoin parce qu'elles figurent dans nos plans de guerre au cas où nous devrions les mettre à exécution? » Alors ils mettent beaucoup de pression sur Kane, mais ils n'avancent pas beaucoup avec Trump et Hegseth. Donc il est nénu. Mais est-ce que vous pensez que cela veut dire qu'ils vont continuer dans cette logique de représailles réciproques? Parce que selon moi, avec le blocus, on arrive à un moment où l'on va voir de violents combats entre les deux camps. Ça ne va pas continuer comme ce que nous avons observé jusqu'ici. Il y a 2 jours, nous avons eu une déclaration des gardiens de la Révolution. Ils disent que le blocus est une déclaration de guerre contre eux. Il n'y aura aucune pause, aucun cessez-le-feu, rien de ce genre. Nous savons qu'il n'y a pas de négociation en cours. Et les médiateurs, semble-t-il, font de leur mieux. Le Pakistan, le Qatar. Mais les seules véritables négociations qui ont lieu se déroulent entre l'Iran et Oman, sur la question du détroit d'Ormuz. Rien entre l'Iran et les États-Unis. Si Bradley Cooper, l'amiral Bradley Cooper, le commandant en chef du commandement central, a peur d'amener ses porte-avions à moins de 1000 milles nautiques, alors comment pouvons-nous déployer une véritable puissance navale, alors que c'est précisément ce qu'il faudra pour faire ce que Trump a laissé entendre qu'il pourrait faire concernant le détroit d'Ormuz, le rouvrir par la force? Comment ferait-on ça? Je ne vois aucun moyen d'y parvenir. Vous faites venir ce symbole de la puissance américaine, et il est ne serait-ce qu'une seule fois, et c'est tout ce qu'il faudra, détruit. Détruit probablement en moins de temps qu'il ne nous en a fallu pour parler jusqu'ici. Comment expliquez-vous cela au peuple américain? Et comment gérez-vous cela dans le cadre de la guerre? Ce serait traumatisant. Et c'est la seule façon de combattre dans les environs du détroit d'Ormuz avec une chance raisonnable, ne serait-ce que pendant un instant ou deux. Je ne dis pas sur le long terme, mais pendant un instant ou deux, d'acquérir la supériorité. Une supériorité qui vous permettrait ensuite d'affirmer que le détroit d'Ormuz a été rouvert, que le trafic maritime a repris et qu'il se fait désormais en toute sécurité, parce que ces 2 porte-avions, 3 porte-avions, peu importe, sont positionnés au large de Chabahar, vous savez, et protègent tout grâce à leur puissance aérienne. Ma première question serait, combien de temps cette puissance aérienne peut-elle encore tenir? Ma deuxième question serait, quand allez-vous faire ça, Bradley? Quand ces porte-avions vont-ils arriver à portée, là où votre puissance aérienne pourra réellement compter, sans devoir être ravitaillée en vol à un point tel que ça n'a plus de sens? Ce mouvement indiquerait à quel point nous sommes sérieux quant à notre puissance de combat, suffisamment proche du détroit d'Ormuz pour pouvoir dire, même temporairement, que nous en avons le contrôle. Et je pense que les Iraniens le savent. Je pense qu'ils le savent. Et je pense qu'ils sont tout à fait prêts à détruire au moins 1, sinon 2, de ces porte-avions. Il y a 2 attaques suspectes. La plus récente a visé l'Arabie saoudite. La raffinerie de Yanbu, qui a été attaquée par des drones. Personne n'a revendiqué cette attaque. Et certains disent que l'Arabie saoudite simule peut-être tout ça.
qu'elle essaye d'une manière ou d'une autre de diffuser de fausses informations. C'est l'un des discours qui circulent en ce moment, vous savez. L'autre version, c'est que quelqu'un les a frappés et qu'ils vont riposter. Et finalement, ils ont décidé d'attaquer, avec les États-Unis, l'Irak. Une partie de l'armée irakienne d'ailleurs, pas une partie de la résistance, qui n'est pas, vous savez. C'était un pas énorme de la part de l'Arabie saoudite. L'autre point, c'était hier, l'attaque de drones contre des navires américains en Égypte. En Égypte, oui. D'une manière ou d'une autre, le New York Times a publié un nouvel article disant que l'Iran était derrière cette attaque. Puis le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré « Nous n'avons pas fait ça. Nous considérons l'Égypte comme un pays ami. Nous n'avons pas besoin d'aller aussi loin. Quel intérêt aurions-nous à attaquer l'Égypte ?» Ensuite, l'Égypte a dit « Nous enquêtons sur cette affaire. » Plus tard, ils ont dit que ce n'était pas l'Iran. Ce n'était pas le cas. Ce n'était pas l'Iran. Le gouvernement égyptien a dit que ce n'était pas l'Iran. C'est aussi ce que j'ai entendu. Oui, oui. Donc ce que vous décrivez, c'est ce dont je parle. Vous en parlez à un niveau tactique. Mais ce niveau tactique a tout de même la possibilité, le potentiel de devenir opérationnel et stratégique du jour au lendemain. C'est un peu ce qu'on appelait autrefois l'effet CNN. Par exemple, un seul soldat à Mogadiscio et sa mort diffusée à la télévision, sur CNN, pouvait devenir un événement stratégique. Vous parlez exactement de la même chose aujourd'hui. Ces deux guerres portent toutes deux en elles la possibilité qu'un petit événement tactique se transforme soudain en événement stratégique. Et c'en est un bon exemple. Et voilà le problème, Nima. Les antagonistes, et plus encore les gens qui sont derrière eux, ceux qui tirent les ficelles de ce qui se passe en Espagne, par exemple avec le Maroc, ils le savent. Alors ils font ce genre de choses. Leurs services de renseignement, leurs services secrets, comme je vais les appeler, font cela pour profiter de cette occasion et transformer un tout petit événement en événement stratégique. Et c'est le danger, avec un éventail de conflits aussi large aujourd'hui. Il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de gens, beaucoup d'agences de renseignement qui peuvent s'en mêler, qui cherchent une occasion d'agir pour peser sur ce qu'ils considèrent comme leur futur budget et leur propre avenir. Ils veulent tous faire des choses, et ces occasions se présentent. Et vous avez des gens comme Donald Trump, Pete Hegseth, Ratcliffe et d'autres, qui ne savent pas faire la différence entre leur derrière et un trou dans le sol. Alors ils donnent des ordres. Faites tout ce que vous pouvez pour aider ce qu'on est en train de faire. Et ils partent le faire. Je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé, mais je dis que c'est une possibilité et que c'est un environnement tout simplement propice à ce genre de possibilités. Regardez les opérations sous faux drapeau qui, selon moi, se sont produites en lien avec l'Ukraine. Beaucoup ont été écartés, mais elles ont malgré tout causé les dégâts qu'elles ont causés, en particulier à la Russie. C'est tout à l'honneur de Poutine et de l'état-major général russe de ne pas avoir réagi à certaines de ces choses, alors qu'ils croyaient clairement, et que leurs services de renseignement leur ont peut-être confirmé, qu'il s'agissait d'opérations sous faux drapeau. Qui sait qui a frappé le navire en Égypte? C'est la question. Et dans quel but? Et qui sait ce qui s'est passé en mer Rouge? Et dans quel but? Mais nous savons ce qui se passe d'un point de vue stratégique de manière générale. L'Arabie saoudite est en train d'être isolée, et il lui sera probablement très difficile de continuer sur sa trajectoire actuelle et dans son association actuelle avec l'Empire. Cette position va devenir de plus en plus intenable, comme pour le Koweït, le Qatar, les Émirats arabes unis, malgré leurs démentis, et même Oman. Et certainement Bahreïn, qui, m'a-t-on dit, est désormais à peu près un pays en faillite, s'il a jamais été un pays.
Vous avez donc tout cet édifice qui se délite dans le Golfe, et tout cela va par conséquent nous forcer à quitter le Golfe, à quitter l'Asie du Sud-Ouest, je pense. Les Saoudiens vont se retrouver à devoir assumer les conséquences. Et ils pensent tenir un accord qui comprend un accord nucléaire, leur permettant de faire, à l'avenir, tout ce qu'ils voudront avec leur programme nucléaire, et ainsi de suite. Et même Trump a en un sens remis cela en cause en disant non, seulement si vous acceptez de rejoindre les accords d'Abraham. Et ils ne le feront pas tant qu'ils affirmeront qu'une voie crédible vers un État palestinien est une nécessité, avant toute chose. Vont-ils revenir là-dessus? Et qu'arrive-t-il à leur opinion publique s'ils reviennent là-dessus? Qui sait? Tout cela est rempli de variables qui pointent toutes vers la même chose. Premièrement, les États-Unis expulsés de la région. Deuxièmement, les pays du Conseil de coopération du Golfe, qui ne seraient même plus l'ombre de ce qu'ils étaient. Troisièmement, l'Arabie saoudite, obligée de réfléchir sérieusement à son existence et à sa relation avec l'Empire. Et quatrièmement, comme je l'ai déjà dit, un conflit mondial. Le tout aidé et encouragé par les petits personnages qui s'agitent autour de ces deux conflits majeurs, en Europe centrale et en Asie du Sud-Ouest. L'un est une guerre de choix en Asie du Sud-Ouest, lancée par un président stupide, ignorant et idiot. L'autre est une guerre par procuration, choisie par un président idiot et stupide nommé Joe Biden. Rejetez la faute sur Washington si vous voulez, mais l'Europe a été très utile, surtout Londres, Paris et Berlin. Larry, vous avez mentionné Bahreïn et le Koweït. Et il semble que la guerre en cours soit en train de les retourner contre eux, à mon avis. S'ils décident de poursuivre cette guerre, ces deux pays vont être transformés en désert. Bahreïn l'est déjà, je pense. Enfin, j'ai vu des images des destructions là-bas. Et regardez ce que ça nous a fait. Ça et la Jordanie ont emporté pratiquement toute notre capacité d'alerte avancée, voire toute notre capacité. Nous n'avons plus aucune capacité d'alerte avancée pour dire « Oh là là, vous savez, ils font ça, ce missile se dirige vers la Jordanie ou ce missile se dirige vers Bahreïn. » C'est fini. Nous n'avons plus aucune capacité d'alerte avancée. Pensez-vous que les dirigeants saoudiens comprennent qu'ils sont, à mon avis, sur la voie de devenir une Ukraine 2.0? Parce que vous savez comment était l'Ukraine avant le début de cette guerre, de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Regardez l'Ukraine aujourd'hui. Il ne reste plus rien. Je ne sais même pas si on peut encore l'appeler l'Ukraine. Non, moi non plus. Et si Odessa tombe vraiment, vraiment pour ainsi dire, avec les ports qui l'entourent, Odessa étant le plus important, ce ne sera pas seulement un État croupion. Ce sera un cas désespéré. Un cas désespéré parce qu'il n'aura aucun moyen d'être en contact avec le monde. Il ne pourra pas vendre ses produits, il ne pourra pas les exporter. Je veux dire, il pourra le faire illégalement par divers moyens. Odessa a toujours été un repère de voleurs. Et je suis sûr qu'il y a là-bas des bandes de voleurs qui continueraient à travailler avec Kiev, mais ce serait à très petite échelle, et pas à une échelle nationale qui permettrait de maintenir en vie l'Ukraine telle qu'elle est, en tant qu'État croupion. Alors, vers qui se tournerait-elle? Que ferait-elle? Qui consulterait-elle? À qui demanderait-elle de l'aide? Les Polonais développent, je pense, une attitude très négative envers l'Ukraine. Et c'est l'endroit le plus probable. Puis éventuellement l'Allemagne. Je ne vois aucun de ces deux États, compte tenu de la configuration politique qui va changer radicalement au cours des 12 à 18 prochains mois, s'intéresser réellement à l'Ukraine, si ce n'est peut-être pour convoiter une partie de ce territoire. Je ne sais pas si vous avez vu McGregor,
McGregor était avec Glenn Deason, et je l'ai écouté ce matin vers 5 heures, ça venait juste de sortir, je crois. Je l'écoutais, et je respecte énormément la formation de Doug et sa connaissance de l'histoire de l'Europe, surtout de cette région d'Europe. Et il parlait de l'histoire de cette zone, du nombre de fois où ce genre de bouleversement, ce genre d'évolution, ces rivalités amères et ainsi de suite, s'étaient produits et avaient par moments défiguré toute cette région. Et ça, vous savez, l'implication, bien sûr, est de nouveau en train de se produire. Ça recommence. Et je l'ai vu. C'est l'une des choses qu'il a montré dans sa propre anecdote. Je l'ai vu lorsqu'un colonel américain parlait avec un colonel serbe, son équivalent, et que le colonel serbe montrait un monument au colonel américain. Et l'Américain a demandé, « C'est en hommage à quoi ?» L'autre le lui a expliqué. Et c'était en 1115, je crois. L'événement que le monument commémorait datait de 1115. Et l'Américain a réagi. « Vous plaisantez ? Vous accordez autant de respect et de déférence à un événement qui s'est produit en 1115 ? Eh oui. Maintenant, vous connaissez la différence entre l'Europe et l'Amérique, particulièrement l'Europe de l'Est. N'oubliez jamais. Oh, je me souviens que l'oncle de l'oncle de l'oncle de l'oncle de mon oncle a été ensanglanté par ce Serbe, et je vais me venger. Voyez-vous le même genre de choses? À mon avis, si quelque chose de ce genre arrive en Asie occidentale, par exemple à l'Arabie saoudite, ce ne sera pas si difficile. Il suffit de détruire les installations pétrolières. Qu'est-ce que cela veut dire, l'Arabie saoudite? Que représente encore l'Arabie saoudite s'ils détruisent les installations pétrolières, Aramco, le pipeline, le port? Et je suis convaincu que ces infrastructures, très précieuses, extrêmement précieuses, pas seulement pour l'Arabie saoudite, mais pour le commerce mondial et, si vous voulez, pour le trafic routier aux États-Unis, figurent sur la liste des cibles de l'Iran. Si on en arrive là, s'ils doivent attaquer des infrastructures économiques importantes en Arabie saoudite, ils le feront. Nous ne voulons pas en arriver là. J'espère que nous le savons, que nous le comprenons et que nous éviterons de donner à l'Iran un prétexte pour le faire. Mais pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin. Ça n'en prend pas le chemin. On dirait que Donald Trump joue sur une partition qu'il a lui-même écrite et qui n'a absolument aucun sens, sauf à la lumière du caractère de Donald Trump. Vous savez, un type de l'immobilier. Il n'a même pas l'air de comprendre. Qui était-ce, ce matin, qui parlait devant un public européen? Pas qui lui faisait la leçon, au sens didactique du terme, mais qui lui donnait ces informations. Je ne me souviens plus de son nom, mais c'est un économiste. Et il expliquait que Trump ne comprend même pas ce que signifie avoir un déficit, ni ce que signifie être soi-même responsable de la création de ce déficit. Alors pourquoi imposer, par exemple, un droit de douane à un pays parce qu'il vous a donné ce déficit? Parce qu'il ne vous a pas donné ce déficit. C'est vous qui vous êtes créé ce déficit dans vos relations commerciales avec ce pays. Et c'est pareil partout dans le monde. C'est vous qui avez créé le déficit, pas ce pays-là. Et vous savez, Trump semble incapable de comprendre ça, parce que c'est un type de l'immobilier. Ça ne s'applique pas au genre d'opération immobilière qu'il avait tellement l'habitude de monter pour en tirer profit par l'arnaque, mais ça s'applique au commerce mondial. Si vous êtes la Chine et que vous vendez vos produits aux États-Unis, vous n'êtes pas à l'origine du déficit. Ce sont les États-Unis qui créent le déficit. Larry, hier, la Russie a attaqué une usine, si on peut l'appeler ainsi. Un missile russe a détruit l'usine de drones d'une entreprise américaine à Kiev. Je ne sais pas combien de forces américaines s'y trouvaient, mais ils
ont attaqué et détruit cette installation. C'est ça. C'est la nouvelle awareness. Nous savions qu'ils allaient faire ça. Je veux dire, Lavrov et Poutine avaient tous deux été très directs. Nous allons frapper le potentiel militaire de l'Ukraine, où qu'il se trouve à l'intérieur de l'Ukraine, même très loin à l'intérieur du pays. C'est aussi une sorte de guerre pour les Européens. Oui, absolument. Je suis surpris qu'ils n'aient pas choisi un petit pays membre de l'OTAN. Ils savent avec certitude que cela se passe dans ce pays et que ce pays soutient directement la guerre que l'Ukraine mène contre la Russie. Ils auraient pu le frapper, nous mettre au défi d'appliquer l'article 5 et nous pousser à entrer dans la guerre en tant qu'alliance contre la Russie. Parce qu'ils savent, Nima, Poutine le sait, l'état-major russe le sait, ils sont en guerre avec l'OTAN. Ils savent qu'ils sont en guerre avec l'OTAN. C'est clandestin. Enfin, pas très clandestin, mais indirect, si vous voulez. Mais cela devient moins qu'indirect quand on commence à dire des choses comme « Monsieur Zelensky, nous allons vous donner la capacité de fabriquer des patriotes à l'intérieur de l'Ukraine. » Quand la Russie sait exactement qui et quoi, cette capacité de production de patriotes est censée attaquer ou prendre en charge. Elle sait aussi maintenant qu'il faudrait 3 à 5 ans avant qu'elle puisse réellement être opérationnelle. Je suis presque certain qu'ils savent désormais ce que Ted Postol a rendu évident pour tout le monde. Le patriote est à peu près efficace à, disons, je lui donnerais peut-être un taux d'efficacité de 20 à 25%. Pour une telle somme d'argent, je ne suis pas sûr que j'achèterais du patriote. Je ne suis pas sûr non plus que je voudrais. Regardez ce qu'on a fait. On en a vendu à tous ses alliés, la Corée, l'Arabie Saoudite et d'autres. Et maintenant, cette guerre a prouvé, je pense, l'a largement prouvé que ça ne fonctionne pas très bien. Alors, que pensent ces alliés en ce moment? Nous avons payé une fortune pour ces systèmes. Et Lockheed Martin, RTX et tous les autres marchands de mort du monde qui fabriquent ces choses nous ont garanti qu'elles étaient raisonnablement efficaces et qu'elles contribueraient à la défense de la Corée du Sud, du Japon ou de n'importe qui d'autre. Maintenant, ils savent qu'on leur a vendu un chat en poche. Autrement dit, on leur a vendu quelque chose de très inférieur à ce qu'on avait annoncé. Pensez un instant au F-35. 27-28% seulement de disponibilité opérationnelle. Et nous l'avons vendu à tous nos alliés, à un coût énorme pour eux. Qu'est-ce qu'ils pensent de nous maintenant, à cause de ça? Ils ne doivent pas avoir une très haute opinion de nous. Aujourd'hui, Donald Trump a annoncé que le Conseil de la paix avait conclu un accord historique pour le désarmement complet du Hamas et de tous les autres groupes armés à Gaza. C'est une étape monumentale vers une paix et une sécurité durable. Et plus tard, nous avons appris du Hamas qui a précisé que le désarmement n'aurait pas lieu tant qu'Israël ne se retirerait pas totalement de Gaza. Je parle seulement des armes lourdes, pas des, vous savez, les armes lourdes qui vont être. Il me semble qu'ils pensent que la position du Hamas est qu'il veut qu'Israël se retire de Gaza. L'autre point, c'est qu'ils veulent se fondre dans quelque chose de nouveau, une force de sécurité. Les mêmes personnes, sous un nouveau nom, une force de sécurité pour Gaza. Quelle est votre compréhension de cela? Eh bien, Haaretz, le journal ce matin, comme je l'ai dit, je l'ai lu, a pratiquement réduit ça à néant. Et ils l'ont fait sous 2 ou 3 angles différents. Le premier, c'est exactement ce que vous venez de dire. Le Hamas n'a accepté absolument rien de tout ça. Deuxièmement, Bibi Netanyahou continue et il ne va pas s'arrêter parce que ça nuirait à ses chances politiques s'il le faisait. Il continue de tuer des Gazaouis à Gaza. Ils ont cité la frappe aérienne qui vient d'avoir lieu.
Vous imaginez mener une frappe aérienne sur ce qui reste de Gaza aujourd'hui. C'est absolument odieux. Et pourtant, ils l'ont fait. Ils continuent de les tuer. L'article citait même le nombre de personnes qu'ils ont tuées hier. Je crois que c'était 12 ou quelque chose comme ça. Donc ça continue, et lui ne va pas arrêter ça. Et tant qu'il fait ça, le Hamas n'acceptera rien. Et l'autorité palestinienne non plus. None ever. Et puis, la troisième chose, c'est que cette farce d'organisation humanitaire, ou quel que soit le nom qu'il lui donne maintenant, censée prendre en charge le futur potentiel de Gaza, c'est aussi une farce. Ça ne marche pas. Les efforts déployés en son sein sont au mieux minuscules. Et ça ne marchera pas parce que, premièrement, Bibi ne veut pas que ça marche. Et il fera tout ce qu'il peut pour empêcher que ça marche. On ne peut pas tuer les Palestiniens assez vite si ça fonctionne, de quelque manière que ce soit. Donc il ne va pas laisser ça fonctionner. C'est une farce. C'est une farce. Et Haaretz a presque fini par le dire. Ils ne sont pas allés tout à fait jusque-là, mais c'est une farce. Et tant que Netanyahou sera aux commandes, et je ne vois aucun de ceux qui pourraient lui succéder être différents, ça continuera d'être une farce. Voici les points importants, Larry, dans cette déclaration complète du Hamas. Elle énonce d'ailleurs plusieurs exigences. Les voici. Qu'Israël mette pleinement fin à la guerre, se retire de Gaza, achève la première phase du cessez-le-feu, autorise la reconstruction et le déploiement de forces internationales de protection, démantèle les milices soutenues par Israël à Gaza et garantisse l'autodétermination et la création d'un État palestinien. Et rien de tout ça ne filtre dans les médias de l'administration Trump. Ils se contentent de dire que tout fonctionne. Ça me rappelle le soi-disant protocole d'accord entre l'Iran et les États-Unis. Oui, surtout comment c'était déjà, le paragraphe 5 ou la section 5 qui revenait essentiellement à une reddition. Oui, Israël ne va pas accepter ça. Ils ne vont pas se retirer. Ils ne l'ont pas fait au Liban. Cette histoire selon laquelle Aoun et les États-Unis auraient un accord avec lequel les deux parties peuvent vivre, tout ça c'est une farce totale. C'est une farce totale. C'est une capitulation de la part d'Aoun et du gouvernement libanais, si tant est qu'il existe vraiment. Et ils savent qu'Israël ne sera pas arrêté, qu'Israël va continuer, qu'il continuera à tuer des Libanais quand et où il le voudra. Dès que le moment sera favorable, par rapport à l'Iran, pour le faire, ils le feront. Ils le font lentement mais sûrement. J'ai lu hier, encore une fois dans Haaretz, ce qui est arrivé à cette bande de territoire qui s'étend en fait depuis une citadelle. Je ne me souviens plus du nom de cet endroit. Ça vient de me sortir de la tête. Mais cette vieille forteresse, vous voyez de laquelle je parle, qui va de là jusqu'à l'extrême est de la zone où les forces israéliennes sont déployées. Ils continuent à tuer des Libanais, pas des membres du Hezbollah, des Libanais dans cette zone. Et le type cité dans Haaretz. Vous parlez de cette forteresse, Larry, au Liban? Oui, la forteresse d'Al-Tahira. Oui. Et l'autre point qu'ils ont soulevé, c'est que les commandants de Tsahal s'en vantaient du nombre de personnes qu'ils avaient tuées, du nombre de maisons qu'ils avaient brûlées, du nombre de maisons qu'ils avaient rasées au bulldozer. Ils disaient que plus rien ne repousserait jamais là-bas en ce qui les concernait. Ça m'a rappelé les deux camps de réfugiés où tant de gens ont été massacrés au moment où les Israéliens se retiraient en 1982, je crois, en 82 ou 83, quand ils se sont retirés, quand nous les avons forcés à quitter le Liban. Sauf que là, c'est tourné vers l'avenir. Ce n'est pas de la colère pendant une retraite, ni le fait de tuer des gens inutilement. C'est une stratégie tournée vers l'avenir. Ils cherchent à s'assurer
qu'aucun Libanais ne puisse jamais revenir dans cette zone, certainement pas ceux qu'ils ont chassés de chez eux, dont ils ont brûlé les maisons, rasé les habitations jusqu'au sol, et même détruit les fondations avec leurs bulldozers. Je veux dire, ça ressemble beaucoup à certaines choses qu'ils ont faites à Gaza, mais au Liban. Nous ne mettons rien de tout cela dans notre presse. Nous n'en parlons pas. Nous n'informons pas le peuple américain du fait que Netanyahou fait cela aux Libanais. Non. No. Larry, Larry, à votre avis, je ne sais pas. Avant d'en venir à cette diapositive, nous en avons parlé, et nous allons aussi en parler plus tard avec le professeur Ted Postol, à 16 heures, heure de la côte Est. La nouvelle analyse du professeur Postol, c'est que l'Iran a utilisé l'un de ses missiles qui, lorsqu'il descend vers le sol et frappe ses cibles, atteint une vitesse de 4 km par seconde. C'est, d'une certaine manière, supérieur à la vitesse qu'avait l'Oreshnik. Oui, on s'en approche si c'est pas déjà dépassé. Oui. Oui. Il a dit que le missile russe était à 3,5 et que ce missile a atteint sa cible à 4 km par seconde. Comment comprenez-vous la manière dont les deux camps procèdent à ces escalades? Est-ce que ce sont en quelque sorte des signaux qu'ils s'envoient mutuellement, des deux côtés? Oui, je pense que l'Iran a encore des surprises en réserve. Je pense qu'il dispose de certaines choses qu'il n'a pas encore utilisées. Il les conserve jusqu'au moment d'une action décisive contre Israël. Et je crois qu'il les garde pour Israël. Ça ne veut pas dire qu'ils ne les utiliseront pas contre la Jordanie, le Koweït ou ailleurs s'ils en ont besoin, mais les plus importantes, celles qui vont vraiment surprendre, il les réserve à Israël. Et je peux le comprendre. Parce que, comme l'a dit à 2 reprises le ministre omanais des Affaires étrangères, le véritable problème dans le Golfe, ce n'est pas l'Iran, c'est Israël. Et si vous dites cela, vous dites aussi, mais le ministre omanais des Affaires étrangères n'est pas assez stupide pour le dire. Il est intelligent et il ne va pas le dire. Vous dites aussi que le problème numéro 1 dans la région, devinez qui c'est, les États-Unis d'Amérique. Parce que sans les États-Unis d'Amérique, Israël serait le petit pays insignifiant qu'il est. Donc Oman dit catégoriquement que le problème dans le Golfe, ce n'est pas l'Iran. Le problème, c'est Israël et les États-Unis. Et il a raison. Il a tout à fait raison. Il a fallu longtemps à Oman pour le dire sur le plan diplomatique, mais c'est tout de même la 2e fois qu'il le dit. Et le meilleur ami que nous ayons eu dans le Golfe, sans aucune hésitation, pas Israël, pas Bibi Netanyahou, pas un quelconque dirigeant israélien. Notre meilleur ami dans le Golfe, c'était le sultan d'Oman et son équipe. Et maintenant, nous les avons trahis. Je ne pense même pas qu'ils nous fassent encore confiance. Je ne suis pas sûr qu'ils nous aient jamais fait entièrement confiance. Mais aujourd'hui, ils nous considèrent probablement comme un ennemi. Ils ne peuvent pas le dire publiquement, mais c'est probablement ainsi qu'ils voient les choses. Serait-il heureux si nous étions contraints de quitter la région? Je pense que la réponse est oui. Le problème pour la Russie et l'Iran, c'est que ce type d'hostilité ne dépend ni des républicains ni des démocrates. C'est bipartisan aux États-Unis. Les deux partis ont les mêmes politiques, avec des tactiques différentes. La stratégie est la même. Les tactiques diffèrent. Il y a des démocrates qui disent certaines choses, qui ne vont pas à la guerre, qui poursuivent d'autres moyens pour s'en prendre à eux. Et voilà où je veux en venir. Si je le mentionne, c'est parce que CNN a publié une vidéo de Lindsey Graham parlant à Jake Sullivan avant l'attaque contre l'Iran. Et voici ce qu'a dit Lindsey Graham. To deliver. Oh,
Et pour être honnête avec vous, je pense que d'ici 3 à 4 semaines, nous devrions les mettre dans une situation où ils commenceront à perdre le contrôle de certaines villes. Ce que nous essayons de faire, c'est simplement de faire tomber quelques villes le mois prochain, d'impliquer plus ouvertement les Arabes dès demain ou d'ici la fin de la semaine et d'avoir une dynamique presque irréversible. En gros, il a exposé leur stratégie, ce qu'ils avaient en tête avant le début de la guerre. Et nous voyons ce qui se passe en ce moment même. Comme vous le savez, je crois que je n'ai absolument aucun respect pour Lindsey Graham. Je pense que c'était un crétin. J'éprouve presque le même mépris pour Jake Sullivan et Tony Blinken. Vraiment. Et mon mépris pour eux a considérablement grandi quand j'ai compris que sous l'administration Obama, alors que Biden était vice-président, il s'était opposé au JCPOA et avait fait tout ce qu'il pouvait pour le torpiller, pour s'assurer qu'il n'aboutisse pas. Au crédit d'Obama, il l'a fait aboutir, de justesse, mais il y est parvenu. Puis quand Biden est devenu président, alors qu'ils occupaient leurs fonctions auprès de lui, et je dois dire que sur ce point aussi, Biden entre dans ma définition du méprisable, ils ne l'ont pas rétabli. Ils n'ont rien fait de significatif pour le rétablir après que Trump le détruit durant son premier mandat. Donc, Blinken et Sullivan sont simplement des sionistes davantage sophistiqués et tournés vers les intérêts juifs que Lindsey Graham. Ils ne parlent juste pas avec cet accent du Sud comme Lindsey. Qu'est-ce qu'il dit maintenant en enfer à propos de la destruction de tous ces États arabes? Enfin, faites-en la liste. Le Koweït a pratiquement disparu. Bahreïn, je pense, a disparu. Les autres vont probablement suivre d'une manière ou d'une autre. Ou alors, il ne restera d'eux qu'une ombre de ce qu'ils étaient, s'ils sont encore ce qu'ils étaient. Et ce n'est pas fini. La stupidité et l'idiotie de Bibi Netanyahou et de Donald Trump ne sont pas terminées. Attendez qu'ils y envoient des forces terrestres. J'ai vraiment, vraiment peur qu'ils le fassent. Peur, parce que je ressens de la compassion pour ces garçons et ces filles. Et puis il y a les commentaires qui ont été faits l'autre jour. J'oublie qui les a faits, mais c'est un grand soutien d'Israël, disant que ces gens se sont engagés. Ils se sont engagés. Ce sont des volontaires. C'est ça, vous savez, qu'on entend dans les débats sur l'armée de volontaires. On l'entend tout le temps. Eh bien, si ces gens se font tuer, c'est qu'ils l'ont voulu, puisqu'ils se sont engagés. C'est censé justifier ce qui se passe en ce moment. Et qu'est-ce qui se passerait s'ils menaient une opération terrestre? Ce serait censé le justifier parce qu'ils se sont engagés. Ils ne sont plus des citoyens, ce sont des mercenaires. C'est ce qu'ils disent. C'est essentiellement ce qu'ils disent. Ils sont payés pour mourir. Alors ne vous plaignez pas, ne râlez pas. C'est pour ça qu'on a créé une armée entièrement composée de volontaires, pour pouvoir dire « on vous paye pour mourir ». Alors taisez-vous. Et vos familles, qu'elles se taisent aussi. Quand vous rentrerez dans une boîte en pain, dites à vos familles de se taire, parce qu'on vous a payé. Oh, on ira à Dover, on baissera la tête et tout le reste, mais on vous a payé. Vous êtes des mercenaires rémunérés. Donc ne dites rien sur, vous savez, les guerres que nous menons. Nous mènerons toutes les guerres qu'on voudra, et vous y combattrez parce que vous avez signé. C'est dégoûtant. Surtout pour un pays qui a eu l'histoire que nous avons eue pendant les 3 premiers quarts de notre existence. Mais depuis la Seconde Guerre mondiale, nous sommes un putain d'empire, et un empire de pire en pire chaque jour qui passe. C'est incroyable, Larry. Chaque fois que je pense à une invasion terrestre, je vois le bain de sang qui se prépare. Des gens qui sont tués. En gros, des Iraniens et des Américains tués à cause d'Israël. Des ambitions israéliennes et de tout ce qu'ils ont en tête.
Et eux restent simplement à l'écart, à regarder ces deux nations s'entretuer. C'est incroyable. Well, I said to someone yesterday, Eh bien, vous savez, j'ai dit à quelqu'un hier, vous avez déjà lu Jérémie? Il m'a répondu, qu'est-ce que vous voulez dire, Jérémie? J'ai dit Jérémie, le livre de la Bible. Vous avez déjà lu Jérémie? Vous savez ce que Jérémie disait encore et encore aux Israélites? Il disait qu'ils abandonnaient Dieu, qu'ils abandonnaient l'alliance, qu'ils devenaient totalement laïcs, qu'ils adoraient le veau d'or, qu'ils faisaient toutes ces choses-là, et ainsi de suite. Vous savez ce que Nabuchodonosor a fini par faire et ce que Jérémie avait prophétisé. Nabuchodonosor a brûlé le temple, l'a rasé et a réduit les Israélites en servitude. Ils y sont restés assez longtemps. Il en a fait des esclaves. J'ai dit, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Les Israélites et les Israéliens, c'est le même peuple. Mais j'ai peur. Vous savez, j'ai peur qu'ils entraînent avec eux une grande partie du reste d'entre nous. Tout comme j'ai peur que Zelensky fasse de même. Oui, Zelensky ne se soucie de personne. Il a détruit un pays. Plus de 2,5 millions de soldats ont été tués, massacrés pendant la guerre. Ce type, Je repense à certaines de ces petites vidéos sorties clandestinement que j'ai vues de lui, avec son numéro comique à Moscou, je crois. Et je pense à ces vidéos et je me dis, bon sang, ce type était aussi répugnant que certaines de ses blagues. Et le fait qu'il parle russe, qu'il comprenne la Russie, je pense, au moins un peu, et qu'au fond, il puisse même avoir une certaine empathie pour la Russie, c'est encore plus inadmissible. Cela dit, je pourrais en dire autant de beaucoup de gens. Je ne comprends pas, à un certain niveau, à un autre niveau, peut-être que je comprends, en tant qu'universitaire et étudiant en histoire, la haine que nous avons, et la haine que nous avons développée après George H.W. Bush, Colin Powell, Jim Baker, et toute cette équipe envers la Russie. Je ne comprends tout simplement pas. Je ne comprends pas la haine qu'avait Biden. Manifestement, il n'aimait pas la Russie. Il détestait les Russes. D'où cela venait-il? Je comprends ce dont Powell parlait en 1989. Si vous laissez Kohl, Mitterrand, Major, Thatcher, Gorbatchev, Baker, Shevardnadze et toutes ces personnes disparaître de la scène, vous allez avoir de vrais problèmes en Europe. Parce qu'il n'y aura plus personne de vivant qui se souvienne du passé. Personne. Et vous aurez le chaos en Europe en 1 ou 2 décennies. Eh bien, c'est à peu près ce qui s'est produit. Mais en même temps, je voulais dire, comment un divorce avec la réalité peut-il se produire aussi vite? Vous savez, j'ai lu depuis des gens qui ont dit à peu près la même chose que Powell. Ils décrivent le passage d'une génération qui a construit à une génération qui n'a fait que prendre, puis à une génération qui aujourd'hui ne comprend plus vraiment la réalité de l'Europe, ni celle de sa propre vie, ni comment elle est arrivée là où elle en est. Alors ils considèrent tout comme acquis et élisent des dirigeants qui font la même chose. Je pense que c'est plus complexe que ça. Mais ce que Powell avait prédit en 1989 à Fort McPherson, s'est assurément réalisé. Quand ces dirigeants auront disparu, il le formulait ainsi, quand les dirigeants qui ont les pieds, même leurs petits pieds dans la Seconde Guerre mondiale auront disparu, l'Europe sera de nouveau secouée de convulsions. Et il avait raison. merci Larry. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir, malgré ce dont nous parlions. Mais c'est un vrai plaisir d'échanger avec vous. Et je suis sûr que notre public apprécie chaque fois que nous abordons les questions géopolitiques et les sujets sombres. Je ne sais pas s'ils y prennent plaisir. J'aimerais que certaines personnes dans mon pays, au moins et particulièrement en Europe aussi, parce que j'ai beaucoup d'affection pour l'Europe, commencent à se réveiller.
Vraiment. Peut-être qu'elles le font. Peut-être. J'espère qu'il n'est pas trop tard. J'espère qu'elles mettront Merz dehors, et Macron aussi. Et même ce nouveau type à Londres semble être exactement le même genre de personne que Starmer. Il le cache juste un peu mieux. Exactement. Prends soin de toi. Prends soin de toi, Larry. À vendredi. À bientôt. À lundi. On est vendredi, n'est-ce pas? On est vendredi. À mardi. Mardi et vendredi. Oui, exactement. Mardi et vendredi. Oui, exactement. À bientôt. D'accord. Sois sage. Au revoir.